son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner. Vous êtes sur Kavi Média, merci de nos préférés dans cette émission de débat constructif. Le scanner, vous le savez, du lundi au vendredi, nous prenons l'antenne à partir de 9h jusqu'à 10h30 pour décrypter l'actualité dans toutes ses formes. Vous le savez, avec ceux qui font l'actualité. C'est aussi ça, le scanner. Au menu de ce lundi, Michel Lama, fatigué des critiques des blogueurs sur les réseaux sociaux, le tombeur d'Alpha Condé dans une vidéo que vous suivrez avec nous, met en garde des blogueurs qui le traitent de tous les noms d'oiseaux. Une sortie qui fait suite aux moqueries dont il a fait l'objet il y a quelques jours après la diffusion d'une vidéo amateur où il s'entraînait, dans laquelle il s'entraînait avec un de ses élèves. Tes militaires que tu supportes là, il faut choisir un, même votre Toumba dont tu parles là, moi il me connaît très bien, il est à la sûreté là-bas. Demandez-lui qui est Agba champion, vous n'avez rien à signer avec moi, je ne suis pas Doumbouya aujourd'hui, je ne suis pas Doumbouya demain. Si vous avez des comptes à réglez ça, a-t-il déclaré. Mais pourquoi toutes ces piques? Quelques éléments de réponse à suivre dans cette émission. Le scanner et puis radiation du commandant Ali Kamara de l'armée guinéenne. La décision ne passe pas chez son avocat, Maître Sidiki Berete trouve cette décision d'illégale. Il traite cette décision d'illégale. Il estime d'ailleurs que la radiation ne peut intervenir qu'après une décision de condamnation. Pour l'avocat, ce qu'on reproche à son client n'est pas conforme à la prévention du vol parce que le décret parle de l'inconduite. Il indique cependant que son client doit faire l'objet d'un procès équitable et préalable avant toute mesure disciplinaire. Raison de plus pour attaquer la décision devant la chambre administrative de la Cour suprême par recours pour excès de pouvoir. Avant le recours, pouvons-nous parler d'abus de confiance? Les explications de nos débatteurs à suivre dans cette émission, le scanner. Et puis l'international guinéen Darouka Morlaye Silla ne conjugue plus le même verbe que son ancienne agence au cours d'une conférence de presse organisée ce week-end. Spook, représenté en Guinée par Visma, réclame 500 000 € pour indemnisation de rupture unilatérale de contrat. On en parle dans cette émission puisque c'est l'actualité majeure. Demain, nous essayerons d'avoir Morlaye Silla, le principal concerné, ou en tout cas ses clients qui réclament 500 000 €. Et dans la dernière partie, nous parlerons de politique. La Guinée est en transition depuis plus de 2 ans. Une troisième dans le pays depuis son accession à l'indépendance avec le CNRD. La promesse de rompre avec les anciennes habitudes, une nouvelle république éprise de justice et de bonne gouvernance, c'est comme volatilisé. Les politiques parlent déjà d'un probable glissement de calendrier, d'une transition sans lisibilité avec une volonté cachée de confisquer le pouvoir. Plongé dans toutes ces réalités, 2 tendances ont vu le jour, des formations politiques qui continuent de croire à la bonne volonté du CNRD et d'autres à y voir le démon. Chacun, à l'aide d'arguments, cherche à défendre sa position. Mais comment en est-on arrivé là? Nous recevons comme invité M. Mohamed Sissé, il est responsable de communication du Parti de l'Espoir pour le développement national PEDN, dirigé par l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté. Voilà les grands axes de ce numéro du lundi. Installez-vous confortablement. Tout à l'heure, nous lançons les hostilités dans votre émission Le Scanner. Le scanner, l'espace d'échange et de propositions qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média.
Vous êtes en direct sur Kavi FM, la 89.5. Vous nous regardez via Kavi TV, canal 500. Si vous avez StarTime chez vous, vous nous regardez via nos différents réseaux sociaux. Groupe Kavi Média, si vous êtes sur Facebook, vous nous suivez sur Kavi Média, notre site, notre plateforme officielle. Vous pouvez également nous écouter de ce côté. Vous nous regardez ou vous nous écoutez sur siaminfo.com, notre site d'information de prédilection. Merci de votre fidélité. Comme je vous l'annonçais déjà, ils sont autour de moi, les débatteurs avec qui je vais mener ce numéro de ce lundi de rentrée scolaire. Nous, on l'appelle comme ça ici, le lundi 9 octobre 2023. Un jaune ce matin est très particulier. J'y arrive. Ali Badara Akila, bonjour. Bonjour, l'original des photocopies. Bonjour à tous les auditeurs qui nous pratiquent. Bonjour particulier au ministre des Affaires étrangères, avec qui d'ailleurs je salue cordialement, qui a pris une décision forte au sein de son département, comme quoi il n'y a pas de cadre au ministère des Affaires étrangères. C'est que si tu travailles, tu seras récompensé. Yeah. Mais je voudrais également attirer son attention comme quoi dans nos ambassades, il doit revoir les choses. Yeah. Parce qu'il y a certains ambassadeurs qui ne dorment que dans ces ambassades avec les secrétaires. C'est-à-dire il n'y a pas d'employés fixes, il n'y a pas de répartition des programmes dans certaines de nos ambassades, et aussi revoir le cas de l'ambassade de la Libye, s'il faut même du Sénégal, de ces ambassades qui sont devenues aujourd'hui des centres culturels en lieu et place d'ambassades diplomatiques. Vous savez, quand il s'agit de l'histoire des relations internationales, ça parle aussi de la diplomatie. Et aujourd'hui, très fort malheureusement, la Guinée-Bissau est représentée diplomatiquement que la Guinée. Nous voulons une diplomatie meilleure. Nous voulons une diplomatie aussi salutaire de telle qu'elle soit. Et j'ose le croire que cela tombera dans de bonnes oreilles, surtout au ministre des Affaires étrangères de prendre toutes ses responsabilités. Oui. On veut voir une diplomatie meilleure. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, prix Nobel, on l'appelle prix Nelson Mandela. J'y arrive enfin. À quel âge je pense que la santé, ça va maintenant? Oui, ça va. Un week-end très tendu, il faut le dire. Oui, mais ça va aller. Allez, c'est que je comprends déjà, t'es un gladiateur. Allez, lui, de l'autre côté, on va commencer par adresser nos condoléances. La semaine dernière, ce n'a pas été facile pour toute l'équipe du Scanner, mais j'espère que c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et j'ose croire que nous aurons notre prince à nous dans quelques mois. Yaya Diallo, bonjour. Ouais, bonjour Abdallah et bonjour à tous. Merci pour le soutien. Et vous avez été là, je crois que presque tous les jours on en parlait et voilà, le baptême s'approchait à grands pas. Moi j'aurais bien voulu avoir le personnel de Kavi, au premier desquels le PDG qui était chez moi dans le cadre de mon baptême. C'est tout, c'était mon souhait. Mais Dieu en a voulu autrement. On ne peut pas, personne ne peut contre la volonté de Dieu. Et c'est lui qui en a décidé et nul ne sait pourquoi il l'a fait. Et c'est pourquoi, et en tant que croyant, on s'est plié à cette décision divine. Donc encore une fois, et merci à tout le monde, merci pour le soutien. Et vous avez été là et dans ma famille, le PDG, et voilà, tout, de part et d'autre, des amis, et je crois que je suis réconforté. Merci pour tout et voilà, c'est cela. Merci encore une fois. Donc c'est ça aussi, les étapes et les coups de la vie. On ne peut rien, donc il faut aller avec, vivre avec. C'est ça. La vie, elle n'est pas grande, mais c'est ça. Je perds mes mots. On va aller avec ce premier point de l'actualité. Michel Lama qui menace. Avant tout commentaire, permettez-moi avec vous et les téléspectateurs de regarder cette vidéo, cette courte vidéo, une vidéo amateur faite par, on va l'appeler le tombeur d'Alpha Condé, parce que vous le savez, le 5 septembre 2023, c'était l'homme quand même qui s'est affiché avec Alpha Condé dans une 4x4, on se rappelle bien, au niveau de l'axe avant de rejoindre la RTG, la télévision mère. Michel Lama qui menace des blogueurs. Oui, il n'est pas politique, il l'a dit, il n'est pas Doumbouya. Aujourd'hui, il n'est pas Doumbouya demain. On regarde cette vidéo, derrière nous revenons pour les commentaires. Le Scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Bonjour à tout le monde. C'est votre combattant Michel Lama, Abba Champion. Cette journée, c'est un dimanche.
Que Dieu donne la protection à tout le monde et que Dieu bénisse tout le monde. Je fais cette vidéo pour répondre à certains blogueurs. Ces blogueurs qui sont en train de mettre mes vidéos d'entraînement, qui prennent ça au sérieux comme si c'était un combat réel. Moi, je ne fais pas de combat réel avec mes élèves. C'est l'entraînement que je fais. Surtout toi qui es Benito. Benito qu'on dit, je sais pas quoi là, un PD comme toi. Toi qui n'es même pas militaire. Tu n'as rien à connaître dans l'armée, tu connais rien dans l'affaire militaire. Tes militaires qui te supportent là, il faut choisir un. Même votre Toumba que tu parles là. Toumba me connaît très bien. Il est à la sûreté là-bas, demandez-lui qui est Agba champion. Toumba me connaît très bien. J'ai fait un combat avec Toumba à Makambo. Il a engagé l'arme contre moi, j'ai engagé l'arme contre lui. C'est les gens qui ont intervenu entre Toumba et moi. Arrêtez de me prendre pour un fou. Je ne suis pas là pour blaguer avec les gens. Toi Benito, si tu ne fais pas attention avec moi, je connais ta famille, je vais rentrer dans ta famille et je vais les... Attention avec moi, Benito. Des Damao, attention avec moi. Moi, je suis un militaire, je suis apolitique. Si vous faites vos démagogies là, si vous faites de n'importe quoi, continuez dans vos démagogies. Mais celui qui va s'attaquer maintenant à ma communauté ou bien à moi, ma personnalité, je vais lui rentrer. Ça c'est clair et net. Je vais lui rentrer. Ça c'est l'intention des Damao et des Benito. Voilà. C'est moi qui vous parle, moi Michel Lama même. Attention avec moi, hein. Moi je respecte tout le monde. Vous n'avez rien à signer avec moi. Je ne suis pas Doumbouya aujourd'hui, je ne suis pas Doumbouya demain. Si vous avez des comptes à régler, réglez ça. Mais celui qui s'attaque avec moi maintenant, je vais lui rentrer. Que ce soit clair et net, Doumbouya tu es cognaqué, Benito est cognaqué. Voilà. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Media. Les mots sont durs, hein. On l'a écouté, Yaya Diallo, Ali Badara Kila. Michel Lama qui est vraiment en colère, hein, parce qu'il a utilisé quand même des mots inappropriés. Hein. Il a menacé, il a voulu même menacer les familles de ces blogueurs. Hein. D'abord, on l'a suivi. Votre analyse, globalement pris, c'est une menace à peine voilée, mais c'est à se demander encore une fois qu'est-ce qui ne va pas là-dedans. Parce que moi j'ai écouté les deux parties, j'ai suivi Damaro, j'ai suivi Benito. Je crois que ces deux blogueurs, on peut discuter un peu sur la pertinence de ce qu'ils sont en train de faire, mais je crois que les termes qui sont utilisés par Michel ne sont pas appropriés et j'estime qu'il y en a là, parce que on la considère comme étant la vedette ou le numéro 1 de ce coup de putsch. Je ne suis pas d'accord. On le considère comme celui qui aurait alpagué Alpha dans son lit présidentiel. Je crois que là, j'ai eu à échanger avec beaucoup des éléments de force spéciale. C'est vrai que Michel a joué un rôle, mais il a joué beaucoup plus un rôle d'un Simbo qu'un commando dans le cadre de cette opération. Ce qu'il faut dire, il y a là-dedans ceux qui ont, disons, planifié cette attaque. Il y a le chef d'opération qui était Alia et consort. On parle de son cas tout à l'heure. Moi, je vais parler en profondeur pour ne pas toucher la sensibilité des uns et des autres. Mais il faut que les uns et les autres essaient d'aller beaucoup plus en profondeur. On verra très bien qui était l'adjoint qui venait après Alia et qui avait planifié le plan d'attaque sur Kaloum. Donc, tout cela, mais si vous ne connaissez pas, et l'apparence elle est toujours trompeuse, je crois que c'est tout cela qui amène aujourd'hui à Michel de prendre parfois certaines positions incomprises et de se prendre comme étant une superstar. Donc j'estime que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a été... Donc, presque toutes les caméras ont été braquées sur lui, sur Michel, et il a été considéré comme étant celui-là qui a joué un rôle assez important. Et ça me rappelle un peu l'histoire de Yankewali et de Alpha Draman. Vous m'excusez, je peux faire le parallèle, mais chacun avait voulu tirer le drap de son côté pour dire c'est moi qui ai mis main sur lui. Et je crois que là, seul Alpha pourra nous dire peut-être le moment opportun, celui qui était le premier à apparaître devant lui. Donc, dans tout cela, oui, c'est le témoin oculaire. Le reste là, c'est des légendes qu'on est en train de nous raconter. Maintenant, sur cette question-là, j'estime que
il y a un véritable problème. Ce qu'il faut dire, c'est que ces blogueurs-là, c'est des militants. C'est des militants du RPG Arc-en-Ciel, et c'est le parti déchi du pouvoir. C'est le parti qui dirigeait la Guinée jusqu'au 5 septembre 2021. Alors, et puisque Michel fait partie des éléments de force spéciale qui ont alpagué Alpha de son fauteuil présidentiel, qu'il aurait alpagué, donc vous voyez très bien qu'ils ne pourront pas s'entendre. La moindre occasion, puisque j'avais entendu il y a longtemps dire que Michel était fou, il ne jouissait pas de toutes ses facultés morales, je l'avais entendu ici, et il était obligé à tout bout de champ, à chaque fois qu'il s'est sorti par là, de répliquer pour démentir un certain nombre de choses. Est-ce vrai ou pas? Je n'en sais absolument rien là-dedans. Toujours est-il que Michel, on l'avait vu à un certain niveau apparaître au niveau de tout près, à côté du président, et assurer sa sécurité. Donc, et on m'apprend qu'il fait partie de la première ceinture sécuritaire présidentielle. On nous a appris ça, et ça reste à vérifier. Donc, vouloir à son... à sa stature aujourd'hui de ceux qui font partie de l'appareil de gouvernance, parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, Michel est très écouté. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a des liens, comme il aime souvent le dire, et lui et le président, ils seraient tous de la même lignée. Donc, comme il avait dit, c'est la même descendance en réalité. Les Abba et les Doumbouya, c'est lui qui l'avait rappelé, pour dire que, puisque les gens ont voulu à un certain niveau insigner comme quoi il y aurait de problèmes entre lui et le Doumbouya, il avait tenu à rappeler, attention, jamais il n'y aura de problème entre lui et le colonel. Donc, ces blogueurs-là doivent quand même, à mon avis, se ressaisir et de ne pas tout mélanger. C'est vrai qu'ils sont dans les rôles, il faut comprendre, c'est de la communication, il faut essayer de lui mettre à mal avec... Doumbouya lui-même, il faut essayer encore une fois d'égratigner un peu son image, il faut essayer de le mettre en colère. Je crois qu'ils sont en train de réussir petit à petit. À mon avis, Michel a besoin d'avoir des conseillers autour de lui pour qu'il puisse se ressaisir. Maintenant, de là à faire un parallèle avec Atumba, je crois que ça n'a aucune chance, sinon que de continuer d'agrandir la légende qu'il a voulu se présenter. Oui, Akila Ali Badara, on a suivi quand même cette sortie de Michel Lama. Michel Lama, comme vient de le dire, qui a été quand même applaudi, ou il a été quand même devant les caméras, applaudi pour avoir arrêté l'ancien président Alpha Condé, le patron du RPG Arc-en-Ciel. Michel Lama, il fait pitié. L'entendre parler, je sens... Est-ce qu'il y avait opportunité de répondre à ces blogueurs? Vous allez même comprendre, à l'entendre parler, même si ça ne se dit pas, on sent que c'est un homme avec un visage crispé, écarté de toute gestion présidentielle actuelle. Parce que quand on va analyser son discours. Oui, ce qu'il a dit. Voilà, quand vous prenez le discours, la sortie, de Michel Lama, quand il dit Doumbouya, c'est son pouvoir. D'abord, dans ce sens, on comprend que ça ne va pas. Parce que quelqu'un avec qui tu as fait un coup d'État, quelqu'un que tu as soutenu, vous avez renversé un régime, si tu l'appelles ainsi, on dit Doumbouya, sans parler du président ou l'appeler comme ça se doit, ça prouve à suffisance déjà de ce côté que quelque chose ne va pas. Même si ça n'a pas été affiché publiquement, mais ça donne quand même impression. Et surtout cette sortie de Michel Lama. Est-ce qu'il est écarté? Parce qu'il y a des informations qui circulent comme quoi Michel n'a plus une troupe comme on l'imaginait. Et quelqu'un qui a renversé, qui se tape la poitrine, comme quoi c'est lui qui a mis main ou le grappin sur Alpha Condé, l'ancien président, ça aussi, ça laisse à désirer. Parce que quand vous regardez bien la structure, l'équipe qui est venue, l'équipe qui était d'ailleurs en place, qui est venue prendre le pouvoir d'Alpha, dans chaque vidéo, vous verrez Michel Lama dans un véhicule. Oui. Ça veut dire déjà qu'il était un chauffeur. Ça aussi, c'est un autre pan. Troisièmement, quand Michel Lama dit, parce que moi, personnellement, avec ses propos inappropriés, je ne peux pas le rappeler. Ouais, quand même, il n'avait pas, on sait, cette fougue de militaire qu'il a, on peut comprendre. Mais Michel Lama doit comprendre aujourd'hui qu'il est une personnalité publique.
Ça, c'est vrai. C'est une personnalité publique. Il doit avoir le dos large. Ouais. Il peut faire face à des critiques. Mais personne ne s'est attaqué dans ces vidéos-là que moi j'ai regardées à la communauté de Michel Lama. Mais il ne faut pas communautariser quand même le débat. Personne ne s'est attaqué. Et dans cette sortie, on a l'impression que Michel Lama veut se ranger derrière sa communauté pour peut-être avoir un soutien. Il veut déplacer le débat. Il veut déplacer le débat Oui. pour avoir peut-être le soutien de sa communauté. On n'avait pas besoin de ça. Quatrièmement, quand il dit qu'il a combattu ou qu'il a fait un combat avec Toumba, mais attendez. Mais ce n'est même pas un combat, il a dit qu'il a pris des armes. Michel, une arme, Toumba a pris une arme, ce n'est pas un combat. Michel doit nous prendre au sérieux. non mais franchement. Mais il ne prend pas au sérieux. Non, il doit nous prendre au sérieux. 2008. C'est pas possible. 2008-2009. Ouais. Qu'est-ce qu'il était, lui, Michel? C'est en ce moment qu'on l'a intégré dans l'armée. Est-ce que c'est en ce moment il a pris l'arme contre Toumba? Contre Toumba. Son nom, c'est Agba Champion. Agba Champion. Ben, si vous ne connaissez pas. Agba. Non, on fait un parallèle pour dire que c'est pas possible que cela soit ainsi. Non. Parce que 2007-2008, les Toumba sont au pouvoir. Attends, pourquoi Toumba? Non, en fait, il va couper court pour dire, même celui qui est considéré comme étant un champion national, attention, il connaît qui est Michel. Donc j'estime que moi, ce qu'il faut dire, c'est que... Attends, pourquoi tout le monde prend l'exemple sur Toumba? La c'est question ça, on a vu Blaise Goumou à la barre aussi dire j'ai fait ça à Toumba, j'ai fait ça à Toumba. On dirait que Toumba est devenu le guerrier ou le combattant. C'est l'unité de mesure. Donc c'est un peu cela. Mais j'estime qu'il est allé sur un point assez dangereux, et c'est sur la communauté. Et c'est le problème de notre pays. Ouais. Quand un homme est acculé dans ce pays-là, quelle que soit la... Parce que les gens avec lesquels il a de problèmes, c'est des gens de la forêt, excusez-moi du peu. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas de problème, c'est des gens qui sont intimement liés. Mais aujourd'hui, dans notre pays, et c'est valable pour tout le monde. Quand on n'a rien à dire, quand on n'a pas d'arguments, écoutez, on fait recours à la communauté. C'est comme ça que ça se passe dans notre pays. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête à ce niveau-là. Et je sens, pour terminer sur cette question, il y a de véritables problèmes entre Michel et son ancien patron. J'avais vraiment voulu évoquer ça. C'est un signe annonciateur. Dans son intervention, Yaya, permettez-moi, excusez-moi de vous interrompre, il dit « Je ne suis pas Doumbouya aujourd'hui. Je ne suis pas Doumbouya demain, je ne suis pas politique. » Mais attention, le CNRD, Michel quand même était membre du CNRD. Aujourd'hui, le CNRD est politique. Qui est plus politique que le CNRD? Alors pourquoi les amener vers l'organe central? Vous allez comprendre. Michel Lama, des sources dignes de nom, est écarté de toute gestion présidentielle. Il n'est même pas garde. Parce que là, je pense que ça, c'est dans un camp militaire. Il n'est même pas garde, à plus forte raison que d'avoir une troupe. Il n'a pas de garde. Il n'a pas de garde. À plus forte raison que d'avoir une troupe. Quand vous prenez les vidéos de Michel Lama, ce n'est pas les week-ends, il le fait. C'est des jours ouvrables. C'est des jours auquel on a besoin. Il est en train il est en formation. La cinquième promotion. Oui, parce que je ne veux pas nommer, à part Michel, je connais aussi d'autres amis. Exactement. Qui ont servi à la garde présidentielle, qui se trouve du côté de Kalako. Kalako, c'est le camp militaire des forces spéciales. Du côté de Forêt-Karia, où il y a actuellement, présentement où je vous parle, il y a des promotions qui sont de ce côté. Je connais de hauts gradés de l'armée qui ont leurs filles et fils de ce côté qui sont en train de faire des formations. Donc c'est pour dire que là-bas, de ce côté, ça travaille nuit et jour. Pour finir ce côté, parce que Michel, moi je ne vais pas trop m'attarder sur sa sortie parlant de sa communauté, mais les menaces qu'il est en train de faire vis-à-vis même trop loin contre ses familles. Oui, il est allé trop loin. Il dit, vous avez vos familles ici, il a voulu dire quelque chose. On dirait que c'est quelqu'un qui l'a interrompu. Peut-être qu'un ange lui a secouru finalement pour ne pas tenir de tels propos. Il n'avait pas... En fait, on peut en déduire. Non, c'est pas quelque chose de bon qu'il voulait prononcer. Il doit comprendre. Le pouvoir change l'homme, certainement. Mais il doit aussi comprendre qu'aujourd'hui, en tant que Michel Lama, même si ce n'est pas lui qui est allé cueillir Alpha Condé, il reste une personnalité publique parce que les médias parlent de lui. Et quand les médias parlent d'une personne, d'autres
auront ce courage, cet amour de voir de qui il s'agit. Ouais. Il y a beaucoup d'autres hommes au sein des forces spéciales qui font pire, mais on ne parle pas d'eux. Si on parle de Michel Lama, si ces blogueurs parlent de Michel Lama, lui-même, il doit comprendre, parce que c'est lui qui s'est affiché comme quoi il a arrêté Alpha Condé. Oui, oui. Et ces blogueurs, les Damarons et autres qui parlent de lui, vont forcément s'attaquer. On est en train de jouer sur sa propre sensibilité. On est en train de le pousser à bout. Et vu qu'il n'est pas d'accord avec son président, s'il continue dans ce sens, mais il va se créer un jour de dire voilà, il va se créer lui-même un problème et finalement il va dire quelque chose que tout le monde attendait ou que d'autres savaient, mais personne n'a voulu en parler. Bien. Michel, il doit mettre de l'eau dans son vin. C'est un homme aujourd'hui vu comme une personnalité public. Éviter de prendre le café trop serré. Il ne doit pas accepter. Exactement, il ne doit pas accepter d'être un danger public parce que les autres l'ont fait, ils ne sont pas là. Mais d'autres, s'ils le font, qui seront là, peut-être qu'ils seraient capables de prendre son âme et aller le chercher. On ne le souhaite pas. Bien, on va rester avec les forces spéciales guinéennes et parler de cette radiation du commandant Alia Camara de l'armée guinéenne, plus 2 autres militaires. Mais ce qui intéresse l'opinion, c'est surtout ce cas du commandant Alia. Vous vous rappelez, certes, il y a quelques années, environ une année, quelques mois, quand le commandant Alia a été présenté comme un voleur, hein. On l'appelle comme ça, présumé voleur devant la presse. J'y étais à l'époque, j'ai suivi cet élément. En off, il avait dit à un des journalistes, des reporters présents sur place qu'il voulait le sacrifier. Ce reporter, avant même la diffusion de l'élément, est venu me dire: attention Abdallah, sur ce que vous commentez, il y a un officier qui m'a dit attention, ils veulent me sacrifier parce qu'ils savent que j'ai beaucoup fait pour ce coup d'état. Ils veulent couper ma langue, ils veulent m'interrompre dans mon élan parce qu'ils savent que je ne suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui était dit aujourd'hui, pas pour prendre comment je peux dire ça, une partie, pour faire une partie prise de ce problème, mais j'ai comme l'impression que Alia est en train, le cas Alia est comme beaucoup de cas en Afrique ici. Vous faites ensemble un coup d'état, à un certain moment vous écartez vos proches pour pouvoir mieux vous garnir, hein, ou vous servir, si on peut le dire comme ça. Aujourd'hui, l'avocat interpelle. On a essayé de le joindre hier tardivement, qui n'a pas voulu prendre la parole. Il dit qu'il a tout dit déjà, de prendre cette déclaration. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Il qualifie même cette décision d'illégale. Parce que pour le moment, selon ce qu'il m'a appris, Alia n'est pas condamné. Donc il ne doit pas quand même être radié des effectifs de l'armée. Il n'y a aucune preuve qui l'accable. Ce n'est pas comme certains qu'on a vus ici dans ce pays. Comment tu vois tout cela? Et comment pouvons-nous analyser cette destinée, hein, en tout cas ou ce triste vécu d'Alia? Ouais, c'est coup de foudre. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est assez regrettable. Pas qu'Alia qui a été trahi dans ça, mais c'est toute la Guinée. Mais on parle d'Alia puisque c'était le numéro 2 des forces spéciales. Et je crois que le véritable boulot dans ce coup d'état-là, on ne le dira pas assez, c'est eux qui ont mené ce coup de push. En réalité, puisqu'on sait très bien que le numéro 1 était caché quelque part, et que c'est après tout qu'on l'avait appelé pour qu'on le porte au pouvoir. Et voyez-vous... Est-ce que c'était lui qui était destiné? Gros point d'interrogation. Ça aussi, je t'apprends. Qui? Aujourd'hui, l'actuel président. Est-ce que c'était lui qui devait être le président? Écoutez, c'est le commandant des forces spéciales. Non, vous n'avez pas compris. En fait, dans un coup d'État, ce n'est pas comme ça. L'ancien Conté n'était pas le commandant, le chef de tous qui ont fait le coup d'État. Attention, à l'époque, il avait fait une réunion. Donc, attention, je sais de quoi je parle. Là, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'en sais quelque chose. Là, je sais de quoi je parle. Par rapport à la présidence, il y avait quelque chose qui a manqué. On en viendra. C'est peut-être qu'après la transition, vous aurez tout cela. On va éviter des problèmes. Il n'y a pas de problème, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est assez regrettable quand même. Je crois que c'est une décision injuste, injustifiée. Et puisque déjà, tout ce qu'on entend, c'est du vol. Puis écoutez, Mais le décret parle d'inconduite. C'est ça la différence. Pas de vol, mais d'inconduite. D'inconduite? Oui. Mais j'aurais bien voulu avoir quelqu'un pour m'expliquer ça. Sous-entend quoi? Inconduite, ça se dit parce que moi j'ai eu à fouiller certains éléments. Peut-être qu'après Yaya, je vais revenir sur ça. Peut-être, on ne le sait jamais, mais quand vous prenez le droit, surtout dans l'armée, quand on parle d'inconduite, on va parler d'inconduite sexuelle.
ou le harcèlement sexuel. Donc, aux autorités de nous dire, ou à la justice militaire de nous dire qu'est-ce qu'eux ils appellent inconduite. Peut-être je vais revenir sur ça. Inconduite s'agit-il? Voilà. Je crois que c'est important, mais d'ici là, nous on le sait très bien qu'il y a assez de tractations. C'est vrai que le schéma préalable qui a été établi entrer en tant que militaire n'a pas été respecté du tout en ce qui concerne l'exercice du pouvoir, puisque il y a assez de choses qui sont passées, on ne va pas tout révéler, mais je crois que ça fait honte. Et ça fait honte parce que on ne peut pas opérer un coup de putsch avec des amis, avec des éléments. Et vous faites un coup d'État, vous êtes au pouvoir. Des amis hier sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Vous ne respectez pas ce sur quoi vous soyez pas étonnés. Vous ne respectez pas ce sur quoi vous étiez entendu, mais sur quoi il ne faut pas quand même les répondre par une telle radiation. Je crois que Alia fait partie de ceux qui ont subi trop. Je crois qu'il y a certains même qui ont perdu leur vie là-dedans, il faut le rappeler. Mais je crois que il y a eu des voix, il y a eu certains au niveau de forces spéciales qui ont dit à un certain qui ont eu le courage de dire au colonel, attention, c'est que la voie que vous avez empruntée, c'est pas la bonne voie. C'est pas la bonne foi, c'est pas ces circonstances qu'on s'était entendu lorsqu'on prenait le pouvoir. Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça. Tout s'est réparti de là. Tout s'est réparti de là. On avait pris le pouvoir pour rectifier le tir. Et si là, on fait pire que c'est là qu'on a levé au pouvoir, je crois que c'est pas bon. Il y a certains qui ont eu le courage de le dire, je crois que la suite, on le connaît tous. Il n'est pas le seul arrêté. Il n'est pas le seul. Et c'est qu'il faut dire il y a des proches commandant Alia qui seraient aussi arrêtés, qui sont quelque part dans la nature. Et le pire est que depuis Soronconi, moi j'ose le dire, j'insiste, je persiste, j'avais quand même la chance d'avoir des nouvelles du commandant Alia à Soronconi. Mais depuis Soronconi, avec ces troubles, jusque-là, je ne peux en tant que journaliste dire que Alia est en Guinée, où il se trouve. Voici des questions que nous nous posons. Avant, on avait l'accès. Tu sais un peu, le journaliste. Tout à fait. On pouvait quand même avoir des nouvelles de Alia. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est vivant? Des personnes qui pouvaient nous aider. Mais aujourd'hui, c'est le blackout total. Tout le monde, est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est en Guinée? Est-ce qu'il est à mon état? Est-ce qu'Alia vit? Est-ce qu'il ne vit pas? C'est tant de questions qu'on se pose. Est-ce que vous comprenez? En fait, en politique, il y a quelque chose qu'il faille dire. Le politicien anticipe. L'homme politique anticipe. Dans cette anticipation, il faut lire entre les lignes. Le fait qu'on dise que Alia n'est plus dans les effectifs de l'armée guinéenne, ça sous-entend qu'il devient un simple citoyen. Un simple citoyen, l'armée n'a pas obligation d'honorer un simple citoyen s'il n'a pas occupé des postes stratégiques. À mon entendement, Alia n'a pas occupé de poste stratégique. Il n'a pas été ministre, il n'a pas été directeur et autres. Qui va s'intéresser à un simple citoyen? Nous n'oublions pas aussi. Malheur pour lui est qu'il a été radié à cause d'un butin de guerre. Ah, si vous comprenez. Et aujourd'hui, on parle de vol. Ok, où est la mallette à Alpha Condé? Qui l'a présentée? Vous savez, c'est des questions depuis le début de cette émission, de cette saison, que j'ai posées. Où sont les mallettes? Où est la mallette d'Alpha Condé? Où sont les biens saisis lors du coup d'État? Parce que, j'ose le dire, j'interviens au moment venu, Yaya, je te montrerai quelques images de ce coup d'État qu'on ne peut en aucun cas diffuser à la télé, que les populations ne savent pas. Donc, il faut quand même le dire, insister et persister. Aujourd'hui, si nous voulons croire en la volonté, en cette franchise du CNRD, il est aussi important, d'autant important, de prouver à l'opinion nationale et internationale que oui, voici ce qu'on a saisi. Non, mais c'est faux dossier. Pourquoi je ne veux pas que vous perdiez votre temps? Non, ceux qui ont pris de l'argent, on le sait très bien. Moi, je vais taire son nom, c'est un élément de force spéciale. Juste maintenant, là, il détient le téléphone d'Alpha, les Samsung pliants là que vous connaissez très bien. Ah bon? Pourquoi on ne met pas main sur lui? Moi, j'ai vu certains textos qu'Alpha écrit. Mais je vous le dis ici. Il s'est connu de tout le monde. Ceux qui ont pris ces centaines de millions de dollars, ils sont des Doumbouya. C'est connu de tout le monde, ça. C'est connu de tout le monde. Au fait, c'était une façon de justifier un peu l'injustifiable. C'est au-delà de tout ça. Supposons que, oui, effectivement, Ali avait plus de l'argent. Est-ce qu'on en a besoin? Mais depuis le jour où on a fait la présentation, est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'on en a besoin? Supposons que cette hypothèse est vraie. On a perdu combien de gens? Combien de hommes ont été tués ce jour-là?
si on est sérieux, mais il faut qu'on essaie de mettre la lumière sur cette question-là. Oui, c'est ce qui est plus important. La vie attendent le corps. La vie humaine est plus que tout ça là. Mais j'ai connu sa maman, je connais sa maman du côté de Caporo. J'ai beaucoup de personnes comme ça à la gare présidentielle sous Alpha qui ont été tuées. Aujourd'hui, où sont leurs corps? Mais qu'on arrête, encore une fois. J'estime que, vous savez, Dieu est partout, dans tout ce qu'on fait. J'aime souvent le dire, même si on opère un vol, si vous me trahissez, puisque écoutez, vous me trahissez, c'est écoutez, tôt ou tard, vous aurez ce qu'on appelle des retombées. Oui. Même en étant dans un vol, c'est illégal, c'est pas permis. À plus forte raison que dans un certain la légalité. Dans la légalité. Donc c'est pour autant dire que moi j'estime, je suis de ceux qui pensent que c'est l'ultime décision, c'était le Rubicon qu'il ne fallait pas franchir. On pouvait laisser Alia et ses hommes. Pouvoir. Mais ça va au-delà. C'est-à-dire que ça relève de la folie du pouvoir. Honnêtement parlant, rien ne justifie cela. Et je crois que j'ai fait une analyse qui est presque chaque mois. C'est que chaque mois, on procède à des radiations au sein des forces de défense et de sécurité. Et on me dit que c'est des gens qui se reprochent de Doumbouya, ou peut-être c'est dont on ne sait pas réellement leur position. Peut-être c'est des gens qu'on considère par endroit des infidèles. Si vous n'êtes pas dans l'esprit, on vous écarte. Effectivement. Je crois que là, c'est un véritable problème aujourd'hui. Et j'ose croire que le colonel se rendra compte que s'il a des ennemis, ils sont autour de lui. C'est pas lié, encore moins certains qui sont en train d'être illégalement, disons, radiés dans les forces de défense et de sécurité. Pour terminer. En 1999, si j'ai bonne mémoire, sur le coup d'État de la Côte d'Ivoire, où les jeunes officiers sont allés cueillir, je crois, Bédié à l'époque. Ils ont donné le pouvoir à quelqu'un qui n'avait d'ailleurs pas contribué à ce putsch, qui était Guéhi. À l'époque. Voilà, à l'époque, Guéhi, je crois, est venu avec son arsenal d'hommes. Il a presque abattu tous ces jeunes officiers. Ceux qui ont eu le courage ont pris la poudre d'escampette. Ils ont quitté le pays. Et quand vous prenez aussi le coup d'État de Samuel Doe, où ils ont négocié, toi tu fais le coup d'État, moi après je deviens le président de la République. Samuel Doe est allé faire le coup d'État. Quand il a compris que le pouvoir était doux, parce que les appels tombaient avec fluidité, il s'est cramponné. Et on sait comment il a terminé. Exactement, celui avec qui il a contribué et puis il a eu à faire ce coup, ce dernier a été écarté. Oui. Mais au finish, on sait comment il s'en est en sorti. Le cas de Guéhi aussi, vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Si Alia se rappelait de tous ces coups, il n'allait pas donner le pouvoir à Mamadi. Bon. Non, c'est prévu. Ça c'est selon mes analyses. Si il se rappelait de tout ça. Parce que pour beaucoup, Ali a été tellement voulu être fidèle à Doumbouya qu'il est tombé dans la naïveté. Je crois que c'est les retombées qui sont là, parce qu'il y avait eu beaucoup de tendances qui sont dégagées lors de la prise du pouvoir. Et bien, il a voulu être lui-même sincère, honnête, fidèle. Je crois que trop bon, trop con, et finalement la naïveté en a pris, et sans pour autant, parce que l'homme est connu, inconnu, il a voulu vraiment être fidèle, sinon, mais écoutez, il aurait pu procéder autrement, et voilà, donc on n'allait pas être là aujourd'hui. Mais je crois qu'on l'a rappelé ici à l'entame de l'émission, tout ce qui est dit est fait. Bon, attendons de voir la suite. Oui. Voilà, pour finir, peut-être parmi toutes ces personnes, c'est Hélène Johnson qui avait compris, parce qu'elle aussi, elle avait choisi son premier ministre pour être son successeur, si j'ai le bon terme. Mais par après, on l'a tiré ses oreilles comme quoi si tu donnes le pouvoir à ce dernier, il va te mettre en prison. Elle a directement changé de bascule, et qui est venu aujourd'hui, c'est George Okonwaya, côté de Libéria. Bon, pour finir, parce qu'on parle d'inconduite, en tout cas si on prend la loi, on dit qu'il n'est pas nécessaire que le comportement résulte d'une intention coupable. Il suffit de l'omission ou l'acte reproché au prestataire en délibéré, conscient, voulu ou intentionnel. Autrement dit, il y aura inconduite lorsque le prestataire avait ou aurait dû savoir que son comportement était tel qu'il aurait compromis l'exercice. Bon, peut-être le vol, on peut alors mettre le vol dans le terme de l'inconduite. Attention, le vol... Non, je finis. Selon ce que tu le vol, il est pénal.
le vol, il est pénal. Quand on juge le dossier Alia, parce qu'on le reproche de quelque chose, et moi, la chose pour laquelle on le reproche, moi personnellement, je ne vois pas d'utilité. Parce qu'on parle ici de butin de guerre. Et quand il s'agit de butin de guerre, est-ce que c'est Alia seul? Donc sur un butin de guerre, il n'y a aucune loi spécifique. Il n'y a aucune loi spécifique. Bien. Parce que si, estimons, si ces jeunes qui se sont donnés corps et âme, pendant ce temps, l'autre était à l'ambassade de France, si ils échouaient leur coup, si Alpha Condé réussissait à mettre main sur ces jeunes, comment on allait les appeler? Il y aura d'autres connotations. Oui, des prisonniers et ou des putschistes. Voilà. Et en bon terme, on peut leur traiter de bandits. Ouais. Parce qu'on peut dire c'est des rebelles. Ils se sont rebellés contre le pouvoir. Ouais. Mais ils ont réussi. Ils ont cueilli un homme qui était le président. Oublions d'abord ce qu'on reproche à Alia. Prenons les coffres forts. Parce qu'il y avait assez de coffres forts à la présidence. Il y avait assez d'argent à la présidence. Les coffres forts, aujourd'hui, d'autres qui avaient ces coffres forts-là à la présidence se retrouvent en prison. Je ne citerai personne. Mais où sont passés ces coffres forts? Ouais. Une autre source que j'ai tirée m'a fait savoir que les coffres forts-là, mais la personne qui détient ces coffres forts, aujourd'hui, il est au pouvoir. Oui, les véhicules de ces hommes, les véhicules présidentiels. Oui, ça où je suis d'accord. sont passés ces véhicules? Les véhicules qu'on avait à un moment présentés pour la vente aux enchères. On n'a pas eu de revenus, on n'a pas eu de compte rendu. Et c'est le même gouvernement, c'est ce CNRD qui veut nous faire croire qu'il est blanc comme neige. C'est une association de trompeurs. Il faut dire ça. C'est une association de trompeurs. Honnêtement, j'estime. Non, mais en réalité. Non, mais honnêtement, on ne dit pas la vérité. Je ne suis pas monsieur. On ne dit pas la vérité au Guinée. C'est ça la vérité. On va se calmer. On ne dit pas la vérité. On va se calmer. Mais qu'on arrête encore une fois. On va aller de l'avant. On arrête encore une fois de jouer avec la conscience des Guinéens. On va se calmer. Allez. Où se trouve l'ordinateur de la Banque centrale? Où se trouve l'ordinateur? Bon, il y a des questions à se poser. Où se trouve la somme qu'on a trouvée à la direction que la direction que Kassori avait créée tout récemment? Mamri, Anafik. Où sont passées ces sommes? Où est passé le lingot d'or? Donc oui, les lingots d'or. Les lingots, il faut dire les lingots d'or. Ouais. Où sont... Non, je finis. Mais là, vous allez comprendre des choses là. Vous allez comprendre. Il y avait des lingots d'or. Évidemment. Où sont passés ces lingots d'or? Pour ne pas aller loin. C'est pourquoi tu es un jaune? Non, c'est juste une bordade. Pour ne pas aller loin. Où sont les vestes du président Alpha Condé? Bien. Où sont ses mallettes? Où sont ses téléphones? Parce qu'il avait un téléphone sur lequel il faisait ses communications d'affaires. C'est lui dont je te parlais. Du Brésil. La plupart. On me disait qu'il avait plusieurs téléphones. Ce que je sais, il y a un proche d'Alpha Condé qui a un téléphone. Ça, je sais. Voilà. Il y a un proche qui a un téléphone. Lui, il a été très malin. Et je ne sais pas comment il a eu ce téléphone. Voilà, peut-être c'est le plus important. Voilà. Mais il y a certains aussi éléments spéciaux qui ont pris certains téléphones avec lesquels je faisais des SMS. Je vais prier pour Senkoun Kaba, l'ex-protocole à la présidence. Mais qui a sauvé la Banque centrale. Sinon, on n'allait pas trouver. Parce que ce homme, si on le recherche aujourd'hui, on ne le cherche pas parce qu'il était protocole. Il détient quelque chose qui est plus important, qui ferme l'économie de la transition. On reviendra sur ça les jours à venir. Mais là, pour finir, rapidement, parce qu'on a notre invité. Parce que si Alia est déclaré coupable de vol, je suis d'accord qu'on puisse parler de sa radiation. Mais on ne peut pas déjà, pour vous prouver que ce gouvernement-là a un comportement peu flatteur, mais aussi liberticide, en violant tous les droits fondamentaux de cet homme. Quelqu'un qui n'est pas encore situé sur sa responsabilité, est-ce qu'il y a lieu ou nécessité de le radier tant que la justice ne s'est pas exprimée? Bien. Et pour finir, nos pieds sont à Bruxelles. Bien. Nous sommes à la recherche d'un homme qui vit en Belgique
et d'autres hommes aussi aux États-Unis. Mais si ça s'avère, l'information qui est en train de circuler, si elle s'avère, c'est que mon colonel, vous aurez trahi le peuple. Bien, ce qui est bien dit, posez-vous ces questions, donnez-nous des réponses. Nous sommes aussi des citoyens guinéens. Vous êtes en République de Guinée, le pays du colonel Mamadi Doumbouya. Tout à l'heure, nous parlons de politique et de cette transition. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner, sans les coups de tonnerre, mais avec persévérance, l'actualité se plie au débat interactif. Le scanner sur Kavi Média. Dans un monde médiatique où la seule critique prospère, où les solutions sont voilées, le scanner de Kavi, comme la fossile du preux chevalier, écarte le rideau du nuage et laisse s'exprimer le soleil et la vérité. Le scanner, c'est l'émission du débat constructif. Le scanner sur Kavi Média. Le scanner, l'espace d'échange et de proposition qui promet la réflexion pour le développement. C'est l'interactivité au service du développement. Retrouvez la 89.5 des 9h pour de longues minutes de débat avec Abdallah Kamara et son équipe. Avec le scanner... Merci de nous retrouver dans la dernière partie de cette émission, Le Scanner. Nous allons toujours parler de politique et de cette transition, mais avant, nous allons aller avec la réaction de nos différents internautes, ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook, groupe Kavi Média. Ahmad Sobari, bon début de semaine à vous. BW Abdoulaye, salut Kavi Média, j'apprécie beaucoup la façon dont vous posez votre débat sur les différents sujets. Je salue mon cher Akila Badara, l'ambassadeur de l'Axe, il a compris. Lansana Bissiri qui nous écrit: bonne émission mon cher Akila. Donc continue avec vos différentes réactions sur notre page Facebook, groupe Kavi Média. Je vous l'annonçais, pardon, la Guinée est en transition depuis plus de 2 ans, une troisième dans le pays depuis son accession à l'indépendance. Avec le CNRD, la promesse de rompre avec les anciennes habitudes, une nouvelle république éprise de justice et de bonne gouvernance, c'est comme volatiliser. Les politiques parlent déjà d'un probable glissement de calendrier, d'une transition sans lisibilité, avec une volonté cachée de confisquer le pouvoir, plongé dans toutes ces réalités. 2 tendances ont vu le jour. Des formations politiques qui continuent de croire en la bonne volonté du CNRD et d'autres à y voir le démon. Chacun, à l'aide d'arguments, cherche à défendre sa position. Mais comment en est-on arrivé là? Nous recevons comme invité, sur ce plateau, il est déjà installé, Monsieur Mohamed Sissé, il est responsable de communication du Parti de l'Espoir pour le développement national PEDN. Monsieur Sissé, bonjour. Bonjour et bonjour aux animateurs et à vos téléspectateurs. Merci d'accepter cette invitation et merci de nous retrouver sur ce média de développement Kavi Média, votre première. Hein? Oui, effectivement. Merci. Yahya Diallo, première question pour notre invité. Eh bien, monsieur Sissé, nous sommes dans une phase transitoire. Plus de 2 ans, nous sommes là-dedans. Vous êtes un parti politique qui est un acteur à part entière de cette transition, disons un acteur en tant que politique, il faut le dire. Comment vous appréciez, disons, la gestion de la transition? La gestion de la transition peut s'analyser sur plusieurs angles et on peut l'aborder du point de vue politique. Du point de vue politique, il y a beaucoup de choses à dire. Du point de vue économique, le début a été bien apprécié et jusque-là, il y a des efforts de gouvernance en matière macroéconomique. Et à ce niveau aussi, vous savez, en matière de gouvernance, les instruments, l'utilisation des instruments
peut être apprécié de différentes manières, mais ça dépend de l'orientation idéologique ou bien même de courant de pensée de ceux qui l'apprécient. De ce côté aussi, il y a eu des efforts au niveau des infrastructures. La question à se poser, est-ce que l'État serait à même de payer les dettes intérieures en la matière, parce que ça peut constituer une sorte de goulet d'étranglement à moyen terme, surtout à la sortie de la transition. Au-delà, il y a des efforts aussi de mobilisation des ressources et on vient de faire une transformation de nature sur les réserves obligatoires, ce que je n'appelle pas levée des fonds. Là aussi, ça a des implications, donc peut-être on peut y arriver au fil du temps. Du point de vue politique, on n'a pas su de manière générale surmonter nos égos de part et d'autre pour se retrouver ensemble autour de la table. Mais de notre côté, nous avons fait le pari du dialogue et nous avons estimé que c'est la voie, bien qu'on pourrait avoir des appréciations différentes, mais c'est la voie idéale pour sortir de la transition sans violence, mais aussi dans l'apaisement que nous souhaitons. Donc, dès l'entame, nous avons estimé que les manifestations sont des droits, mais nous avons beaucoup de droits auxquels nous renonçons pour un moment, compte tenu des limites liées à la responsabilité qui accompagne ces droits. Et nous avons dit qu'il fallait s'inscrire dans le cadre du dialogue. Le dialogue s'est tenu et là, nous avons eu pratiquement 35 résolutions. Il y a eu une trentaine de coalitions politiques et sociales qui ont pris part au dialogue. On a signé cela. Un comité de suivi a été mis en place. Les commissions au niveau du CNT, le ministère du Plan, MATD. Donc là aussi, ça semble crispé. Et nous nous sommes retrouvés au niveau de la coalition la conférence des coalitions politiques et fêtières de la société civile pour alerter, pour dire que nous avons pris part au dialogue, nous avons défini un certain nombre de choses. Certes, nous faisons partie des rares de coalitions qui sont membres du comité de suivi présidé par le Premier ministre, mais nous avons encore des précisions, des manques à gagner en matière d'information précise. Parce que le RAVEC devrait prendre fin en janvier 2024. Et ce qui voudrait dire là où nous sommes, en octobre, on aurait dû savoir quelle est la date du référendum. Si nous n'avons pas cette date encore, ce qui veut dire qu'il y a retard quelque part et qu'il était important de dire aux acteurs où est-ce que ça bloque et comment ensemble on peut réfléchir pour surmonter cela. Et je crois que lors de la dernière rencontre, le Premier ministre aurait dit aux participants que la question financière est réglée. Donc, si le problème ne se trouve plus à ce niveau, c'est qu'on peut respecter ce délai. Parce que la CEDEAO même est d'accord qu'il y a du retard, mais c'est un retard rattrapable. Dans ces cas, la contrainte majeure, c'était la mobilisation des ressources financières. Vous avez ces ressources, c'est de faire en sorte que le délai soit rattrapé parce que beaucoup d'opérations sont d'ordre administratif ou bien d'ordre technique. Il suffit simplement de donner les moyens à temps pour permettre à ces gens d'accélérer le processus. Parce que quand on dit RAVEC, ce qui se fait sur le terrain ne dépasse pas 2 mois. Donc, c'est de venir s'installer quelque part dans le district ou bien dans la commune rurale, prendre les informations et le reste se fait dans les bureaux et dans les machines. Donc c'est important qu'on se mette dans cette logique. Nous estimons qu'il y a de l'espoir encore. Il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de préoccupations, d'autant plus que nous n'avons pas encore eu la réponse à notre mémorandum. Il y a beaucoup d'interrogations, mais les retards constatés peuvent être rattrapés si nous voulons respecter le délai. Bien, à vous écouter, on a l'impression, ou on se pose encore cette question, puisque beaucoup le disent déjà, est-ce que le PEDN est un soutien inconditionnel du CNRD? Nous ne sommes soutien inconditionnel de personne, mais nous sommes soutien du processus paisible de la transition. Nous l'avons dit depuis au début. Vous savez, dans les médias, les gens souvent n'analysent pas en profondeur. J'ai entendu un journaliste d'une grande émission dire « Ah, Kouyaté a soutenu les 36 mois ». Et ça n'a jamais existé. Nous avons fait plus de 8 mois en train de dire qu'il faut 24 mois, pendant que dans un premier temps, le CNRD disait 39 mois. Et après résolution du CNT, ils sont revenus sur 36 mois. Nous avons fait plus de 8 mois. Nous étions la seule coalition qui a dit c'est possible en 24 mois. Parce que quand ils ont envoyé les 10 étapes, dans un premier temps, nous n'avons pas intégré les communales. Avec l'ensemble des coalitions, on a convenu qu'il fallait proposer 15 mois. Les 15 mois n'intégraient pas les communales et un certain nombre d'opérations, y compris le RGSP.
quand nous avons envoyé ces mémorandums, le CNRD a dit 39 mois. Nous avons dit attention, si vous dites 39 mois et que nous disons 15 mois, ce qui veut dire que nous n'avons pas le même contenu. Dans ce cas, dites-nous ce que vous voulez faire dans la transition. Peut-être à partir de là, on peut évaluer ces opérations et éviter de fixer les dates au pifomètre. Le CNRD nous a envoyé ces 10 étapes. Nous avons analysé d'abord les étapes et nous nous sommes rendus compte qu'à l'intérieur, il y avait des opérations répétées qui étaient valorisées aussi, mais aussi il y avait des opérations qui pouvaient aller ensemble et qui étaient considérées comme des opérations distinctes. Nous avons fait un premier mémorandum technique pour envoyer, en dehors du délai. Si vous vous souvenez, l'une des rencontres à l'hôtel Kaloum, il y a eu 2 projections concernant notre coalition. Une première projection sur l'analyse technique et une deuxième projection sur le chronogramme de cette analyse. Donc, quand nous avons analysé, nous nous sommes rendus compte qu'on peut exécuter en 24 mois. Ça, nous étions déjà autour de mars-avril, vers fin mars, mi-mars. Donc, quand nous avons proposé cela, ils ont dit « 36 mois ». Nous avons continué à réclamer les 24 mois jusqu'à la rencontre CNRD-CEDEAO. Ils ont fait les mêmes travaux techniques. Certainement, ils ont suivi le même chemin et ils se sont rendus compte que c'est bien possible en 24 mois. Là où il y avait la divergence de vue, c'était le départ. La CEDEAO disait immédiatement. Il se trouvait que l'heure immédiatement c'était fin octobre et le gouvernement estimait que du moment où les chefs de l'État ne se sont pas retrouvés vers décembre, on ne peut pas considérer que c'est parti parce que c'est au chef d'État de valider. Le gouvernement a pris janvier. Donc pour nous, la transition prend fin le 31 décembre 2024 et nous sommes convaincus que c'est possible de respecter ce délai si nous voulons aller à la sortie. Au regard de certains manquements dont vous faites allusion et de quelques atermoiements que vous faites cas ici, est-ce qu'on peut parler d'une transition qui vacille, honnêtement? Je peux dire que nous sommes dans une transition où on a du mal à avoir de la clarté sur toutes les opérations. Donc, vacille, je ne partirai pas jusqu'à le dire parce que un processus de dialogue est un processus où il peut arriver des moments où ça bloque. Donc c'est l'intelligence des acteurs qui nous amènerait à voir où est-ce que ça bloque et ensemble comment on peut mettre nos intelligences au service de la nation pour débloquer cela. Donc pour l'instant, je dirais que nous sommes dans une transition où il y a assez de préoccupations non réglées. Et c'est important que de part et d'autre qu'il y ait prise de conscience pour aller vite là-dessus. Au niveau de la conférence de partis politiques et des fêtières, si vous me permettez, une conférence au sein de laquelle se trouve le président Kouyaté, le président Baouri et enfin Faya Milimono, ils étaient tous d'accord qu'il n'y a pas une visibilité en ce qui concerne la conduite de la transition. Est-ce que c'est juste maintenant là, nous sommes dans cette situation, dans cet état de fait? La visibilité, c'était fonction de certains paramètres. C'est ce que je viens d'expliquer. Visibilité par rapport aux échéances des opérations. Quand est-ce, par exemple, la Constitution pourrait être soumise au débat public? Quand est-ce la Constitution sera soumise au référendum? Quelle sera la date pour ce référendum? Quelle est la date pour les élections communales? Parce qu'on a décidé d'aller des élections communales jusqu'aux élections présidentielles. Du moment où on peut rester là aujourd'hui et dire à telle date on aura le référendum, c'est un problème de visibilité. Donc ça, c'est une évidence. Maintenant, est-ce que cela veut dire que rien n'est fait? Non, pas du tout. Mais nous estimons que la compréhension de ce timing est une source même de motivation, des ressources permettant de faire avancer. Parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, accompagnez-moi, je vais financer ces opérations, mais sans lui dire quand est-ce voudrez-vous exécuter ces opérations. Maintenant, si vous avez réussi à mobiliser 5 000 milliards, parce que le coût là, c'est le coût de la transition. C'est-à-dire janvier 2023, décembre 2024. Les 680 millions de dollars. Maintenant, si vous prenez ces coûts, vous prenez en moyenne annuelle, on se retrouve autour de 340 millions de dollars. Nous avons dit dès l'entame qu'il ne faut pas mystifier ce montant. À l'échelle humaine, c'est beaucoup d'argent. À l'échelle d'un pays, ce n'est absolument rien. Ce montant, vous rapprochez le montant au budget de la Guinée, ça représente l'équivalent de 10% du budget de l'État. Mais en vertu de quoi 10% du budget d'une organisation, d'une institution, d'un pays pourrait être une sorte de coupe-sommeil pour ne pas aller vers les opérations indispensables pour sa survie.
Donc nous disons que le problème de mobilisation des ressources est un problème de réflexion et d'identification des sources potentielles. Et si vous estimez que c'est fondamental, parce que ces montants sont logés dans les départements, les 5 000 milliards levés, ça va aller dans les différents départements selon les projets. Donc pour nous, si le coût de la transition c'est 680 millions, le gouvernement avait 140 millions selon la dernière communication du MATD. Oui. Donc pour nous, les 540 millions sont déjà obtenus. Donc s'il n'y a pas de contraintes financières en la matière, c'est d'aller vers la mise en œuvre sereine des opérations définies. Oui, Akila. Voilà, bien avant qu'on ne parle de ce sujet, aujourd'hui, quand vous prenez la forme de la transition, on nous parle d'un recensement général de la population. Jusque-là, un message catapulté, mais jamais exécuté. Est-ce que de ce côté, on ne va pas craindre un glissement de calendrier? Nous écartons toute forme de glissement, parce que nous estimons que c'est possible dans le temps. Recensement général de la population n'a aucun rapport avec la sortie de la transition. Il y a deux types de recensement à faire. Recensement général de la population qui sert la politique publique. Donc celui qui vient après, si c'est exécuté dans la transition, ça l'arrange, parce que dès la prise de fonction, peut-être quelques mois après, il aura des données lui permettant de réajuster sa planification. Recensement administratif à vocation d'état civil, RAVEC, c'est la souche en quelque sorte de l'état civil guinéen. Donc quand on fait cela, il y a des enfants de 0,1 à peut-être 120 ans dedans. Donc à ce niveau, on prend tout le monde. Après, on regarde, on questionne la base de données. Quels sont les Guinéens qui ont au moins 18 ans à partir de cette date? Cela sort en tir. Deuxième niveau, on vient l'afficher et on demande aux Guinéens de venir pointer parce que les mutations informatiques peuvent avoir des erreurs. Il peut y avoir des erreurs dedans. Vous venez, oui, je suis dedans, non, je ne suis pas dedans, pourtant je me suis recensé. On corrige cela. On a le fichier électoral. Ça règle totalement le problème lié au fichier parce qu'à chaque élection, on ne fera que questionner la base de données et tirer l'information. Et nous estimons que cela peut régler le problème de manière structurelle et nous permettre aussi d'avoir des données fiables. Oui. Au lieu de dire recensement à vocation uniquement électorale et que chacun amène ses enfants de 10 ans, 11 ans pour recenser parce qu'on voudrait avoir une longueur d'avance sur ses concurrents, à ce niveau, il faut sortir de là. Vous avez constaté que deux partis s'accusaient de la manipulation des fichiers avant 2020. Mais qu'est-ce qui arrive subitement? Dès qu'un parti est tombé, l'autre parti dit non, le fichier est bon, on peut aller avec. Mais qu'est-ce qui a changé entre le 4 septembre et le 5 septembre pour qu'on puisse dire que le fichier est bon? Parce que jusqu'au 4 septembre, on disait qu'il faut mettre fin, il faut reprendre à zéro. Le 5, le 6 septembre, vous dites non, le fichier est bon, on peut aller vite aux élections. Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que votre concurrent dans la manipulation du fichier n'est plus dans la course ou bien n'a plus l'avantage concurrentiel sur vous. Vous aussi, vous estimez que vous avez un avantage concurrentiel sur ceux qui sont là. Parce que ceux-ci n'ont pas de manipulation. Nous disons il faut faire table rase, il faut reprendre à zéro, mais de telle sorte aussi que ça ne fasse pas l'objet de controverses politiques dans l'avenir. Parlons de la somme demandée, hein, parce que le CNRD a demandé une somme pour 6 000 milliards pour l'organisation des élections et autres. Est-ce que la somme demandée, le partenaire peut donner si on sent le manque de visibilité? On n'a plus besoin de partenaires. La question des sommes pour nous, c'est réglé. Attention, monsieur Cissé. Comment? C'est ce que je vous explique. Allez-y. Le CNRD dit j'ai besoin de 680 millions pour la transition. Janvier 2023, décembre 2024. Le gouvernement du CNRD dit nous avons 140 millions. On parle de 40 millions plutôt. Non, ils ont parlé de 140 millions dernièrement. Parce que le ministre des Affaires étrangères parlait d'un certain montant. Après, le MATD est venu, ils sont autour de 140 millions de mobilisation. Et c'est là essentiellement orienté vers RGPH qui ne concerne pas forcément le processus de sortie de la transition. Vous avez levé des fonds à hauteur de 5 000 milliards. Environ 550 millions de dollars. 5 000 milliards, 550 millions plus l'autre, ça va faire combien? Ça va faire les 680. Vous allez faire quoi avec les 5 000 si ce n'est pas exécuter votre programme de transition? Pour nous, c'est régler la question financière. L'appréciation qu'on pourrait avoir du point de vue économique sur l'opération, c'est autre chose. Mais du moment où le verre est tiré, pour nous, il faut passer à l'essentiel. Donc, le gouvernement a les ressources financières nécessaires pour mettre en œuvre les opérations définies dans les 10 étapes. Ça, c'est notre position là-dessus et c'est cela la réalité.
Parce que vous ne pouvez pas dire on a 5 000 milliards, on va mettre dans d'autres opérations. Maintenant, donnez-nous encore 5 000 autres milliards. Pourtant, c'est vous qui avez fait le budget. Je ne peux pas faire un budget de 680 millions. J'ai des mobilisations qui font les 680 millions et dire encore qu'un partenaire doit m'accompagner. Je disais lors du dernier point avec le comité de suivi, le Premier ministre dit qu'ils ont réglé le problème des ressources. Quelques jours après, on a entendu parler de l'opération. Donc, passons maintenant à comment on va procéder à la mise en œuvre du programme de la transition. Et le glissement, si ça arrive, c'est qu'on l'aura voulu. Sinon, à l'instant T, c'est possible de l'éviter. Évidemment. Et si il se posait, ce glissement, quelle sera la réaction du PEDN? Pour la réaction du PEDN, on va attendre que cela arrive. Mais pour nous, nous ne donnons aucune chance pour l'instant qu'il y ait glissement parce qu'on peut régler maintenant. Si nous ne sommes pas suffisamment écoutés jusqu'à ce qu'on arrive à un point où il serait dit qu'il va y avoir des glissements, c'est là où nous allons dire aussi, nous avons alerté s'il y a eu glissement, c'est que vous avez voulu qu'il y ait glissement. Mais qu'est-ce que vous allez faire derrière ça? Ce que nous allons faire, c'est à la coalition. Ce n'est pas un problème de PEDN, c'est à la coalition le moment venu. Le PEDN particulier, parce le que PEDN, quand même, du moment où le PEDN fait partie d'une coalition qui n'est pas que politique, c'est une coalition à la fois politique et électorale. Donc si vous êtes dans une coalition politique et électorale, vous ne pouvez pas vous permettre de dire nous allons faire ceci en dehors du cadre de cette coalition. Le moment venu, la coalition s'est réunie et tirera toutes les conséquences. Et là, il y a un problème parce que là, vous ferez tout sauf manifester. Nous ne comptons pas manifester et nous n'allons pas manifester. C'est ce que la coalition a décidé jusque-là. Et il n'y a pas que cette seule voie pour faire passer des idées ou bien pour faire bouger des lignes. Quel sera votre élément de recours? L'élément de recours là, c'est un problème stratégique à la coalition. Vous ne pouvez pas me dire de parler de la stratégie de la coalition avant que l'opération même n'existe. Vous êtes dans le scanner. Non, absolument, je suis dans le scanner. C'est pourquoi je voudrais qu'en dehors de moi, en dehors de mon parti, que le scanner touche ma coalition. D'accord, ça se comprend. Aujourd'hui, est-ce que vous avez cette foi où vous croyez toujours à la volonté du CNRD d'aller ou d'œuvrer pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, vu tout ce qui se passe dans ce pays? Nous attendons la réponse. La réponse au mémorandum nous permettra d'apprécier cela, mais nous disons quand même que nous maintenons notre confiance en leur capacité à privilégier l'intérêt du pays. Attendez, et cela n'a pas changé. Vous voulez nous faire croire que le mémorandum qui a été déposé jusque-là n'a pas eu de retour? Oui. Ah bon? Pour l'instant. Et qu'est-ce que vous en déduisez? Citez les cas. Parce que nous sommes dans une société normale. Nous disons que nous allons peut-être relancer parce que il y avait la sortie aux États-Unis qui a suivi après, il y a l'organisation de la fête d'indépendance qui est venue. Nous pouvons accorder une circonstance atténuante par rapport à tout cela parce que c'est adressé au chef de l'État et non au gouvernement ni au ministre de l'administration du territoire. De ce point de vue, il pourrait y avoir de la lourdeur ou bien même de la nécessité de consultation d'un certain nombre de conseillers et collaborateurs pour répondre. S'il le faut, quelles sont les relations entre votre président et le président Mamadi Doumbouya? C'est la relation entre un président de transition et un acteur politique majeur. On apprend qu'ils se sont vus plusieurs fois. Ils se sont vus plusieurs fois au palais. Il y a eu plusieurs rencontres au palais et où, dans des rencontres où il était question. Dans les coulisses, ils ne se sont jamais rencontrés. Tête à tête, il n'y a pas eu de rencontre officielle. Même de façon communicative. Mais si c'est les yeux dans les yeux, il y a des rencontres nocturnes, on le sait très bien. Non. Et du point de vue diplomatie, le président Kouyaté a joué un rôle et continue d'ailleurs de jouer un très grand rôle. Et si ça s'est dit, et si jusqu'à maintenant les sanctions qu'on avait considérées les plus graves ou les plus lourdes que la CEDEAO avait, disons, plané sur la tête de la Guinée n'ont pas vu jour, c'est parce qu'il y a un Kouyaté à côté. Ça s'est dit. Je ne dis pas que la coalition et le parti ne se sont pas investis pour éviter à la Guinée la sanction. Nous avons dit à l'époque... Pas ricochet aider le CNRD? Non, il n'y a pas de ricochet là-dessus. Nous avons dit à l'époque que quand il y a sanction, ça n'empêchera jamais Mamadi Doumbouya d'avoir du carburant dans ses véhicules pour sortir s'il veut sortir. Ça ne l'empêchera pas d'avoir de l'électricité. Il aura tout ce qu'il veut à travers le monde. Mais c'est vous et moi qui seront les perdants. Donc, ces sanctions, les sanctions qui ont ciblé les membres du gouvernement, qu'est-ce que ça a été? L'interdiction des voyages. Mais ils voyagent. Ils n'ont jamais voyagé aussi
fréquemment que maintenant, après la sanction. C'est pour dire qu'il y a des sanctions qui peuvent cibler les autorités, mais il y a des sanctions aussi qui n'impactent que les citoyens. Nous ne pouvons pas nous permettre de le faire. Vous savez, il y a des gens qui aiment aller dans les institutions. À partir de là, ils disent non, ne donnez pas d'argent au pays, évitez de collaborer avec le pays. Ceux qui ne comprennent pas du mécanisme de fonctionnement de ces institutions, si vous prenez un an à bloquer des choses pour le pays, même si Dieu vous donne le pouvoir demain, vous allez prendre 2 à 3 ans à débloquer ce que vous-même vous avez bloqué dans l'opposition. Il faut éviter d'empêcher le pays d'avoir ce qui pourrait être pour lui comme une opportunité pour exécuter les projets. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est de mettre des garde-fous à l'interne, mettre des initiatives pour mettre aussi de la pression sur ceux qui sont bénéficiaires de ces opportunités afin que ça serve les citoyens dans la Guinée profonde. C'est pourquoi à chaque fois qu'il est question de débat sur la dimension macroéconomique ou bien l'économie de manière générale, nous disons non, il faut mettre l'accent aussi sur la problématique au niveau des collectivités parce qu'on ne va jamais générer de développement au sommet sans commencer par là. Et dans le débat public, vous êtes plus renseignés que nous autres, vous constaterez que le débat est essentiellement autour de ce que fait le gouvernement, le budget de l'État, mais comment ça fonctionne au niveau des mairies, quelles sont leurs sources de recettes, est-ce que ces sources de recettes sont mobilisables aux yeux du contexte, comment les citoyens bénéficient de cela, quel est même le taux d'investissement dans les collectivités, c'est-à-dire vous prenez le montant de l'investissement par citoyen. Donc l'investissement par tête, ça représente combien dans nos collectivités? On ne s'intéresse pas à cela. On fait des infrastructures dans les grandes villes et parfois on dit que c'est le pays qui en bénéficie. Ça rentre dans le calcul global, mais les collectivités individuellement prises, il n'y a pas de résultats probants. Donc je crois qu'il ne faut pas empêcher le pays d'avoir ces opportunités, mais il faut toujours agir pour que ça soit utilisé à son profit. C'est la particularité de Kavi. On en a commencé et tous les maires vont passer ici et je crois que c'est un débat qu'on a engagé ici. Ça, c'est le premier. Le deuxième, parce que je voulais vous faire réagir sur comment se fait-il que les ennemis d'hier, je parle du FDG, le RPG Arc-en-Ciel, tout le monde le sait, ces incompréhensions politiques ont caractérisé les relations pendant plus d'une décennie. Aujourd'hui, se retrouvent dans une même coalition. Comment, au niveau du PDN, vous analysez cela? Ça veut dire simplement qu'il n'y avait pas de vision derrière les combats. Il n'y avait pas aussi de conviction profonde derrière ces combats. Quand je me bats pour chasser quelqu'un du pouvoir, par voie démocratique bien sûr, je passe 10 ans à critiquer, à dire que c'est un régime qui vole, ce sont des ministres qui détournent, ainsi de suite. Je me retrouve dans une situation où j'estime que nous avons les mêmes positions. Je rejoins cette même personne et je réclame la libération de ceux qui sont arrêtés parce qu'il leur est reproché des détournements que j'ai condamnés. Je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Il n'y a pas de coalition pratiquement qui n'avait pas dans son premier mémorandum adressé au CNRD la création de la CRIEF, la création d'une cour de répression des crimes de sang. Nous, à l'époque, on n'avait pas de coalition politique et électorale. Donc, les partis qui étaient encore dans le FNDC, parce qu'on a la mémoire courte, on oublie que tous les partis avaient abandonné le FNDC. Le 5 septembre, il n'y avait que le PDN, l'UFR et Modèle. Oui. Donc, nous avons parlé des FNDC politiques. Dans notre mémorandum adressé au CNRD, nous avons recommandé à ce qu'il y ait création d'une cour de répression des crimes économiques et une cour de répression des crimes de sang. Mais la CRIEF est créée. Peut-être dans la tête de nos collaborateurs à l'époque, une telle cour ne peut s'adresser qu'aux 10 ans du professeur Alpha Condé. Donc, on était d'accord, on a envoyé. La cour est créée. Les dossiers qui existaient depuis 2009 même sont transférés. Et il se trouve qu'il y a dossier Air Guinée dedans, il y a dossier projet Coton. On s'excite en disant non, c'est pour éliminer un candidat. Avez-vous entendu le PDN dire que non, projet Coton c'est contre Lansana Kouyaté? Non. Parce que pour nous, ça ne nous intéresse pas. Le projet Coton en son temps, il l'a lancé, il a quitté pendant qu'on a refusé de siéger, la procédure judiciaire a été lancée, un premier jugement au niveau de la cour de tribunal de première instance, ministre des Finances et de l'Agriculture condamné. Jamais il n'a été question du Premier ministre. Le ministre des Finances fait appel. On se retrouve au niveau de la cour d'appel de Conakry.
Et jamais question du Premier ministre et le ministre de l'économie même est blanchi. Dans une opération d'investissement, le ministre de l'économie est blanchi. Le Premier ministre, on n'a jamais parlé de lui. Pourquoi on va s'inquiéter que quand on a envoyé projet coton, ça concerne Lansana Kouyaté forcément. Avant que Lansana Kouyaté ne soit Premier ministre, il y avait le projet coton, c'est tombé. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas cette phase que ce n'est pas de cette phase qu'il est question? Après Lansana Kouyaté, il a relancé, c'est tombé. Qu'est-ce qui vous dit que ce n'est pas après lui qu'il est question? Et même si ça concerne sa gouvernance, le dossier est venu. Vous avez vu l'interview d'Ali Touré là-dessus, le procureur de la spécial de la CRIEF. Il dit que le dossier est venu, il n'y avait pas des éléments leur permettant d'ouvrir une information là-dessus. Donc ils ont retourné le dossier. Parce que c'est un dossier qui est jugé des fois depuis plus de 10 ans. Donc voilà comment on prend l'information non actionnable et on en fait un renseignement pour donner aux citoyens. Donc à ce niveau, et ils n'étaient pas convaincus de leur combat, sinon ils ne devraient pas demander aujourd'hui à ce que les Kassouri soient libérés systématiquement sans jugement. Mais si les droits sont violés, si aucun droit n'a été respecté, est-ce qu'on doit les garder toujours en prison? Parce que c'est là où le débat se pose. Avez-vous entendu quelqu'un dans des médias ou à un lieu quelconque, au-delà du débat entre avocats dans lequel je ne vais pas rentrer, avez-vous entendu quelqu'un dire que le droit de quelqu'un est violé? On est presque maintenant. Non, attention. Oui ou non, la loi permet au procureur de renouveler. Oui, évidemment. Si la loi lui permet, on peut dire que c'est extrême. Mais du moment où c'est prévu dans la loi, assumons. Si nous ne voulons plus de cela, demandons à ce que le CNT amende la loi pour enlever cette partie dedans. Et vous, si vous prenez, dès le début, nous avons dit qu'il faut accélérer le processus pour les juger. C'est tout ce qu'on a demandé. Ce qu'on peut demander à un système judiciaire en tant que politique responsable, c'est de demander à ce que le procès se tienne et que la personne accusée soit située sur son sort. Mais vous ne pouvez pas demander à ce qu'il soit catégoriquement libéré. Si ça doit être le cas, c'est le président de la transition qui va s'impliquer. Et demain, vous allez dire qu'il se mêle des affaires judiciaires. Donc, laissons la justice faire son travail et ils sont dans une fausse lutte. Oui. Non, je crois que nous sommes tous d'accord que si nous sommes dans une transition, c'est parce que ceux qui sont aujourd'hui en partie en prison ont échoué. Je crois qu'il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais c'est une question de principe, le débat de principe. La logique voudrait que, après plus d'une année de détention, qu'on soit quand même à mesure au niveau de la CRIEF d'exhiber un certain nombre de preuves, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Votre appréciation sur la question. Ensuite, aujourd'hui, le CNRD, après plus de 2 ans de transition, on assiste ici et là à des détournements, mais jamais égalés, même sous le régime de Condé. Comment au niveau de PDN vous analysez tout cela? À des scandales financiers. À des scandales financiers, s'il faut rappeler, plus de 65 pour éviter le mot détournement. Oui, plus de 65 milliards au niveau du ministère de Télécom. 20 milliards pour la rénovation du ministère, du même ministère, 6 milliards pour la rénovation de la villa du Premier ministre, plus de 75 millions d'euros pour le ticket d'entrée de consortium Winning. Donc, je crois que c'est de trop. Ce sont des informations qu'on pourrait considérer comme des signalements. Ce qu'on peut faire, c'est de demander à l'État de mettre en action l'inspection d'État ou bien les inspecteurs des finances. Et sur la base de ces résultats, on se prononce. Parce que ce sont des présomptions. D'innocence. Donc, quand on dit qu'un bâtiment est rénové à 65 milliards, nous ne pouvons demander que la vérification pour voir si les éléments prévus tiennent la route. Ou bien s'il n'y a pas de surfacturation. Mais pour l'instant, on ne peut pas se permettre de dire qu'il y a détournement. Mais il y a l'information quand même qui circule par rapport à cette présomption de détournement. Nous demandons, j'ai saisi l'occasion, nous demandons au chef de l'État de diligenter une enquête sur ces dossiers et tant d'autres dossiers qui existent afin qu'on sache concrètement quelle est la réalité. Peut-être aussi les rapports annuels de l'inspection d'État pourraient nous édifier là-dessus. Parce que si au temps du CNRD, on a eu le courage de se prononcer sur le profil des dirigeants des EPA et autres, sur la nature de certaines opérations, nous gardons espoir qu'ils auront le même courage pour dire qu'il y a détournement ou bien soupçon de détournement sur un dossier si c'est le cas. Bien. L'autre question, c'est par rapport à cette tournée de la première dame de la République, Dame Doumbouya. Vous avez quand même suivi sa sortie. Sincèrement, je ne l'ai pas suivi. Quand elle dit que le rêve guinéen est possible grâce à Mamadi Doumbouya. Avec le colonel. Avec le colonel Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous quelle impression ça vous donne et qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que politique? Une première dame qui prend d'assaut l'intérieur du pays, qui tient des propos
comme ça. Que la première dame aille à l'intérieur n'est pas le problème. Qu'elle s'exprime, ce n'est pas le problème. Elle est dans son rôle, c'est son mari qui dirige la Guinée. Mais nous disons que le rêve guinéen transcende même notre génération. Ce rêve guinéen a été nourri avant même l'indépendance. Donc peut-être c'est un problème d'information par rapport à l'histoire générale du pays. Mais de notre côté, nous préférons nous tenir de ce que nous croyons. Nous croyons que le rêve guinéen précède l'indépendance de la Guinée. Est-ce que cela ne fait pas craindre? Est-ce qu'il ne faut pas craindre? Parce que nous avons quand même vu des chefs d'État, des présidents de transition qui ont commencé ainsi à lancer de petits messages et au finish à dire je vais ôter la tenue, je vais me présenter. Vous savez, il y a des erreurs parfois qui sont commises dans des débats publics. J'entends les gens dire Mamadi Doumbouya devrait réitérer qu'ils vont respecter le délai, il ne va pas se présenter, ainsi de suite. Un chef de l'État, avec les attributs de la République, il a le drapeau sur lui, il a notre armoirie sur lui, et à travers un discours public et officiel, tient un propos. Mais pour vous, ces propos n'ont qu'un caractère temporel. Ça ne nous intéresse pas que Mamadi Doumbouya réitère qu'ils vont respecter les 24 mois et qu'il ne va pas se présenter. Ça ne nous intéresse pas parce qu'il a dit. Vous voulez faire allusion au discours des Nations Unies? Non, avant Nations Unies, dès le début, il a dit qu'ils ne seront pas candidats, ni lui, ni les membres du gouvernement de la transition, ni les membres des institutions de la transition. Il a dit une fois, à travers un discours solennel, ça suffit largement. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on tire ses fonctions vers le bas. Quand un président de la République parle, prenons cela comme une loi. Et sa valeur de loi, parce que c'est la première source de renseignements. On a cette expérience douloureuse d'Alpha. Si on s'en tient à ça, est-ce que vous ne comprenez pas aussi ce qui pensent que Alpha président, ça peut ne pas être. Non, Alpha président, il a toujours gardé. C'est quand il cherchait le pouvoir qu'il en parlait. Mais si vous prenez la question des premières dames, les premières dames d'Alpha n'étaient pas aussi exposées, étaient dans leur coin. Est-ce que ça empêchait Alpha de faire ce qu'il a fait? Non. Je crois que ce sont des présomptions. Accrochons-nous à la réalité. Considérons que le chef de l'État, la première personnalité du pays, à travers un discours public et officiel, a dit qu'il ne va pas se présenter, il va respecter les 24 mois, et ni lui, ni les membres de son gouvernement, ni les membres des institutions de la transition ne seront candidats aux élections qui viennent, partant des communales jusqu'à présidentielles. Faisons-lui confiance dans ce sens. L'une des références de Mamadi Doumbouya, c'est Ahmed Sékou Touré. Ce qui veut dire les valeurs prônées par celui-ci sont des valeurs aussi intégrées par lui. Oui. Et Sékou Touré nous a dit que la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Oui. Nous restons convaincus que Mamadi Doumbouya est venu avec dignité. Il va gérer sa transition avec dignité et il sortira de la transition dans la dignité. Nous restons dans ces cadres. Nous n'avons pas besoin qu'il répète parce que quand un chef de l'État dit quelque chose, il se doit de respecter et ça nous suffit largement. Évidemment. Peut-être la dernière question aujourd'hui. Oui, je vais te laisser la dernière question. J'ai dit bien, dernière question. Bien, nous venons de fêter l'an 65 de notre indépendance. C'est important qu'on y revienne avec farce, avec disons, toute l'ambiance qui a caractérisé cela, de Kaloum à Jo. On a assisté à une fête festive. Quel enseignement tirez-vous au niveau du PDN en tant que jeune aussi de ces 65 ans d'indépendance? Quel enseignement politique tirez-vous? On s'est retrouvé encore dans notre plein espoir d'une Guinée unie et rayonnante à travers le monde. Et je crois que ce genre de fête, je n'en ai pas souvenance. C'est-à-dire que l'État s'approprie de la fête. Nous avons apprécié les fêtes tournantes. Il ne faut pas aussi occulter cela parce que la responsabilité d'un politique aussi, c'est savoir reconnaître ce qui est bien. Et nous recommandons vivement d'ailleurs que ces genres d'initiatives continuent parce que ça peut permettre de renforcer le développement au niveau local. Mais jamais l'État ne s'est engagé dans la célébration de la fête d'indépendance comme nous l'avons constaté. De mes observations et de ce que j'ai vécu. Au-delà de l'État, c'est toute la Guinée qui s'est mobilisée. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte fragile où il y a l'opposition entre les fils du pays. Mais regardez ces jours. L'axe qui est considéré généralement
comme opposé à tout projet porté par le gouvernement. L'axe a autant fêté le 2 octobre que l'autoroute, que Kaloum, que l'intérieur du pays. Ouais. Ça, c'est de l'espoir. Ça veut dire que quel que soit ce que nous avons aujourd'hui comme perception, il y a possibilité que le Guinéen marche avec le même pas, avec le même rythme. Et c'est quelque chose à saluer. Il faut encourager tous les jeunes qui se sont impliqués dedans à maintenir le cap, quelle que soit la divergence, quelles que soient les controverses du moment. Quand les dates qui nous réunissent et qui constituent notre identité arrivent, mettons nos divergences de côté et concentrons-nous sur l'essentiel. Il faut rendre hommage à ceux qui se sont battus, qui sont connus. Il faut rendre hommage à ceux qui se sont battus, dont on ne parle jamais. C'est le concours de tout le monde qui nous a permis d'avoir l'indépendance. Et c'est cette indépendance qui fait aujourd'hui que nous ne sommes pas traités de la même façon que le Niger, de la même façon que la Côte d'Ivoire. On peut trouver insignifiant parce qu'on peut dire non, dans leur centre-ville, c'est un peu joli. Mais le fondamental, nous l'avons. Il suffit tout simplement d'un sursaut national pour rattraper ces différents retards à moins de 10 ans de gouvernance vertueuse. C'était monsieur Mohamed Cissé, il est le responsable de communication du parti de l'Espoir pour le développement national PEDN. Merci d'être passé dans cette émission, monsieur Cissé. Je vous en prie, merci à vous. Et nous nous excusons auprès de nos auditeurs et téléspectateurs puisque nous ne pourrons pas aborder le cas Morla ici. Là, ce n'est que partie remise. Demain, nous aurons certainement l'intéressé ou les plaignants, pourquoi pas parler de cette agence Visma que nous aurons certainement dans cette émission. Yaya Diallo, merci. Je vous en prie. Merci Akila Ali Badara. Merci Abdallah. Mes pensées pieuses au peuple palestinien. Et j'appelle à la retenue et à un cessez-le-feu parce que ce qui se passe est grave, très grave. Toutes nos pensées aux Guinéens qui vivent de ce côté. On a même un confrère qui séjourne de ce côté pour des fins de formation. Donc toutes nos pensées aux Guinéens qui vivent de ce côté. Merci à l'équipe technique du jour conduite par Oumar Diallo. Idiba à la régie radio nous a accompagné. Mamadou Diallo sous la complicité où nous ont accompagné Mamadou Diallo et Kandé Sankon à la régie télé, Vabako Ivogi, Melika Sitaouteik, Robert Kourouma Sanso, production Alpha Taïbou Silla et à la réalisation notre infatigable Michel Ouamounou. On se reprend demain pour d'autres actualités. D'ici là, prenez soin, restez en compagnie des programmes du groupe Kavi Média. Prenez soin de vous, au revoir.